Bonjour tout le monde, c'est Tel Côté de l'ACFO SDG. Ça me fait grandement plaisir de vous retrouver dans cette thématique de l'innovation sociale dans le cadre des Pop-up Labs sur l'innovation sociale. Donc oui, c'est organisé par l'ACFO SDG et financé par le gouvernement du Canada. Vous pouvez retrouver toutes les capsules sur la chaîne YouTube de l'ACFO SDG. Aujourd'hui, on va parler d'obligations communautaires. Vous connaissez peut-être pas le mot obligation, mais vous connaissez sans doute le mot communautaire. Imaginez si dans une petite ville, on veut créer notre propre centre des arts. Imaginez si un groupe de femmes qui avait un jardin, qui cultivait des légumes, des fruits et qu'ils avaient le goût de les transformer pour les vendre sur le marché. Imaginez des parents de joueurs de hockey qui ont mobilisé des fonds pour construire une patinoire. Imaginez à Cornwall un groupe d'organisations qui veulent créer une maison de la francophonie. Il existe plein de projets. Hein? Dans notre communauté, on porte plein de projets qui nous animent, qui nous passionnent, puis on n'a pas toujours tout l'argent nécessaire pour les réaliser. Les obligations communautaires vous offrent une autre avenue pour mobiliser des fonds. Puis les possibilités sont infinies et stimulantes. Donc, la simulation, imaginez une vingtaine d'organismes qui veulent acheter un édifice pour créer des espaces partagés. Comment vont-ils s'y prendre? Bien, d'abord, ils vont sans doute définir ensemble le projet, se donner une vision commune du projet, identifier les étapes pour le réaliser. Ils vont sans doute aussi confirmer qui d'autre qui devrait impliquer pour réaliser le projet. Puis finalement, ils vont confirmer le budget nécessaire pour le réaliser. Dans ce cas-ci, l'exemple que je vais vous partager, il y avait besoin de plusieurs millions de dollars pour acheter et rénover un bâtiment. Est-ce qu'ils étaient pour aller chercher de l'argent parce il y a des entités qui pourraient leur en prêter, leur en donner, ou est-ce qu'ils vont avoir des activités génératrices de revenus pour en gagner de l'argent? On sait qu'il y a plus de 31 stratégies de financement. Si vous allez sur la chaîne YouTube de la FOSDG, allez voir le webinaire sur le financement et vous allez voir ces 31 stratégies de financement, mais laquelle peut rapidement mobiliser de l'argent et réaliser ce grand projet-là? Là, on a besoin de plusieurs millions en dedans de quelques mois pour acheter une bâtisse. Les obligations communautaires, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est permis par la loi, par Revenu Canada, par les commissions financières. Leur potentiel est à peine exploré. Plusieurs organisations se sont servis de cette stratégie-là pour mobiliser des fonds, mais plusieurs ont peur de s'en servir, ne savent pas comment puis ils pensent qu'il y a trop de risques. Les obligations communautaires fonctionnent bien si elles représentent un risque peu élevé pour les gens qui vont vous prêter de l'argent. Parce que les obligations communautaires, ça s'inscrit dans le prêt. Quelqu'un qui va nous prêter de l'argent pour une période de temps déterminée qui nous amène le capital nécessaire pour réaliser notre projet. Dans ce cas, c'est acheter une bâtisse. Mais un prêt, c'est un prêt. Un prêt, c'est une dette. Un prêt, une dette, il faut le rembourser. Mais tout est possible. On se retrouve, c'est un des locales du Centre de l'innovation sociale, Center for Social Innovation. Les obligations communautaires ont aidé le Centre pour l'innovation sociale, le CSI de Toronto, d'acheter et rénover un édifice de 36 000 pieds carrés en moins d'un an. Le CSI est à Toronto. Ils ont maintenant quelques espaces. Ils ont aidé aussi d'autres communautés à créer des espaces semblables, des espaces de travail partagés, des espaces communautaires. Ça incube des entreprises émergentes. Ça développe des nouveaux modèles, des nouvelles approches de développement qui vont changer tranquillement notre monde. CSI est une entreprise sociale qui a la mission de catalyser, informer et soutenir l'innovation sociale. En 2004, ils ont ouvert leur premier espace, un espace de travail partagé de 5 000 pieds carrés situé dans l'édifice Robertson au centre-ville de Toronto. Cet espace est divisé en bureaux fermés, en bureaux flexibles, en salles de réunion, en services destinés à la communauté. Puis dès le départ, 14 organismes qui font du bien dans le monde se sont mobilisés dans cet espace-là. Ce fut un succès. En 3 ans, ils sont passés de 14 à 40 organismes qui voulaient se joindre à CSI. Et CSI a alors pris la décision de prendre de l'expansion. En 2007, ils ont ouvert un espace additionnel de 13 000 pieds carrés dans l'édifice Robertson, accueillant 75 nouveaux organismes et projets novateurs.
Donc, c'était un autre édifice. En 2009, ils ont géré un espace de 23 000 pieds carrés dans l'édifice et le membership est passé à 230 locataires, tous voués au changement social. Pendant ce temps, CSI continuait à avoir des manifestations d'intérêt et la liste d'attente continuait de s'allonger. Donc, CSI voulait, là, on était à location, voulait acheter son espace. Même si CSI est un organisme à but non lucratif, a une réputation super crédible à Toronto et même en Ontario, au Canada et dans le monde, euh, il fait partie d'un réseau étendu sur 6 ans d'opération. CSI n'avait pas d'actifs à donner à garantie, hein. Quand on achète une bâtisse, qu'est-ce qu'on met en garantie des prêts ou l'hypothèque pour la bâtir? N'avait pratiquement pas d'argent, sinon 50 000 en surplus accumulé. Puis il voulait acheter un édifice qui coûterait 7,8 millions de dollars, incluant le prix d'achat et les rénovations. Donc, CSI voulait créer un actif qui soit pour la communauté, par la communauté. Ça appartiendrait pas à quelqu'un qui louerait l'espace, mais vraiment, ça appartiendrait à l'organisation communautaire et tous les locataires y joueraient un rôle actif. Sans compter que le fait de posséder un édifice s'avérait une formidable façon de bâtir de l'équité au sein de l'organisation. Donc, en ayant plus d'actifs, en ayant une valeur substantielle de cet actif-là, mais ça nous amène des moyens additionnels pour faire plus de changements. CSI voulait démontrer qu'il était capable d'élargir son impact et de mousser ses opérations. Donc, il a décidé à la fin de 2009 d'explorer la possibilité d'acheter une bâtisse. Les obligations communautaires puis l'approche de CSI, ce n'est pas une recette. Vous ne pouvez pas l'appliquer telle quelle dans votre contexte, mais au moins, c'est une approche qui a été réussie. Puis on peut profiter de leur expérience, on peut s'en inspirer, mais l'adapter à notre contexte pour répondre à notre réalité. C'est la bâtisse qu'ils ont achetée, CSI Annexe. Donc, sans capital de base, pour soutenir l'achat de ce nouvel édifice, CSI a décidé de tirer profit de ce son actif, sa relation avec la communauté. Vous avez vu les chiffres, hein? Tout à l'heure, passer de 14 à 24, de 24 à 230 membres. Chaque membre peut être une personne, mais peut être un collectif. Donc, très rapidement, CSI avait un capital humain assez impressionnant de milliers de personnes qui participaient à ces activités, qui s'investissaient dans ces activités, qui louaient des espaces et qui faisaient partie de cette grande famille qui prenait forme, donc cette grande communauté. Ça, c'est la bâtisse. En 2009, CSI a vu l'édifice. Ce fut le coup de foudre. Ça coûtait 6 millions pour l'acheter et la rénover. En décembre 2009, CSI est tombé en amour avec le 720 Bathurst. En janvier, CSI a demandé une garantie de prêt à la ville de Toronto. En février 2010, CSI a commencé à vendre des obligations communautaires pour mobiliser de l'argent pour être capable d'acheter. En mai 2010, l'offre d'achat vient à échéance. 1,4 million d'obligations sont vendues. Imaginez, ils ne savaient pas ce que c'était une obligation communautaire. Ils se sont informés et formés avec des avocats qui ont fait du travail pro bono avec eux pour les aider et ils ont émis des obligations communautaires pour lever 1,4 million de dollars. En mai 2010, la proposition pour la garantie de prêt est déposée au Conseil municipal de Toronto et est approuvée. Ça a été une nuit extraordinaire pour les leaders de ce projet. En mai 2010, les séries A et B des obligations communautaires se sont toutes envolées. Juin, c'est le temps de célébrer. Plus de 600 personnes participent à un immense party dans le nouvel édifice. En juillet 2010, début de la construction. Octobre 2010, ouverture non officielle. Les locataires emménagent au second étage du 720 Bathurst parce qu'en bas, il y a un café, il y a un grand salon, des salles de réunion. En mars 2011, CSI a atteint sa cible, vente de 2 millions d'obligations communautaires. La garantie de prêt. Très tôt, explorant la possibilité d'obtenir une garantie de prêt de la Ville de Toronto. Savez-vous que les villes, les municipalités ont la capacité de garantir un prêt qui serait octroyé à une organisation communautaire, une coopérative et tout ça? Ben, eux autres, quand ils ont découvert ça, ils se sont dit, ah, ça amène une sécurité aux gens, monsieur, madame, tout le monde, aux gens de notre réseau à investir dans le projet si on peut garantir le prêt par la Ville de Toronto.
La Ville avait déjà fourni des garanties de prêt à d'autres organismes à but non lucratif. Donc, c'était envisageable de CSI d'essayer de les convaincre. Un tel endossement de la Ville aiderait à obtenir une hypothèque, puis du coup, aiderait aussi à convaincre les gens du modèle d'affaires du projet. Plusieurs rencontres avec les employés municipaux et élaboration d'une proposition qui fut éventuellement acceptée. Ça, là, c'est la fondation même du projet. En plus de se former, s'informer, savoir ce que c'est, développer les outils avec des gens experts, des avocats, ben, de découvrir que la ville pouvait garantir le prêt et d'entreprendre la démarche, obtenir un oui, ça a été vraiment extraordinaire. La seule possibilité d'une garantie de prêt était suffisante pour que les institutions financières et les investisseurs continuent de s'intéresser au projet, tandis que CSA peaufiner les détails. C'est Tonya Sherman, directrice exécutive, fondatrice de CSI. C'est celle qui l'a rêvé, CSI, 5 ans auparavant, qui l'a créé dans des espaces loués et qui a mobilisé ses troupes pour acheter la première bâtisse. La garantie de prêt était cruciale car elle réduirait de façon significative le risque pour leur caisse populaire, leur credit union. Par conséquent, leur credit union pourrait réduire le taux d'intérêt et augmenter le montant du prêt. Donc, vous voyez comment les morceaux de casse-tête du montage financier prend forme. Garantie de prêt, hein? Ça diminue les risques. La Caisse peut maintenant offrir des taux d'intérêt plus intéressants, puis même augmenter la valeur du prêt. Tout ça, garantie de prêt et les négociations avec la Caisse, la Credit Union, ça a permis de conclure l'achat. La garantie de prêt a aussi signifié que la Caisse populaire a modifié son offre initiale avec intérêt de 5,75 sur un montant équivalent à 65 des coûts projetés à une offre avec intérêt à 4,5 sur un montant équivalent à 75 de la valeur totale de l'édifice. Donc, la garantie de prêt a vraiment fait une différence. Simplement, ceci signifie que la Caisse populaire avançait assez d'argent pour payer les rénovations de l'édifice. Les frais d'intérêt seraient réduits de 224 000 comparativement au coût demandé sans la garantie de prêt. Puis la garantie de prêt stimula la confiance des investisseurs. Les gens se disaient, ben, si la ville aime ça, on peut, on peut réussir. Le projet des faits était d'obtenir une hypothèque. Basée sur le fait que la garantie de prêt serait vraisemblablement acceptée, CSA a pu convaincre différentes institutions financières de proposer des hypothèques à taux compétitifs. Donc, même s'ils travaillaient avec la Caisse populaire, la Credit Union, ils ont appelé toutes les institutions à leur faire des propositions. L'évaluation de l'édifice est avérée un facteur clé. Il fallait avoir l'évaluation réelle de l'édifice. Toutes les négociations dépendaient de la valeur de l'édifice après rénovation. Cela avait un impact sur la valeur éventuelle de l'hypothèque, le coût des assurances, la hauteur de la garantie de prêt. Il y a 4 institutions financières qui ont exprimé leur intérêt. Puis cette petite compétition-là, ça a joué en faveur du projet. Avec la promesse de garantie de la ville, je le répète, les institutions financières ont grandement amélioré leur thème de financement et de manière générale, étaient beaucoup plus portées à soutenir la transaction. Tout d'abord, CSI a appris qu'une provision de la loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario permettait aux organismes de charité et bénévoles de se soustraire au très long et très onéreux processus de l'émission de prospectus de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Donc là, on pouvait convaincre du monde à nous prêter de l'argent, mais on n'avait pas besoin de faire un prospectus parce qu'on était une organisation à but non lucratif. Ceci dit, CSI voulait bien faire les choses. Ils ont créé un document qui ressemble à un prospectus pour protéger tout le monde, pour convaincre des gens à payer. Même si tout à l'heure, quand je vous disais, ils ont fait un appel pour trouver des institutions financières intéressées à les soutenir, ils ont choisi de travailler avec la Credit Union. Mais la Credit Union, quand elle a vu la compétition, elle a offert les tarifs préférentiels aussi. Donc, tu sais, ça a été très intéressant, cette démarche-là. Puis quand Sonia la raconte, il y a toute la passion, l'épuisement, la célébration qui teint le propos.
En second lieu, il a été confirmé que la garantie de prêt de la Ville n'était accessible qu'aux organismes à but non lucratif ou aux organismes charitables. Donc, si dans votre ville, vous avez besoin d'un prêt pour acheter un terrain, acheter une bâtisse, vous pouvez approcher votre municipalité, mais il faut être une organisation à but non lucratif ou de bienfaisance. Ça, c'est l'article qui confirme qu'on peut émettre des obligations communautaires. Mais le grand défi, mais cette information a mené CSA à la décision de demeurer à but non lucratif. Parce que oui, au début, CSA se demandait est-ce qu'il faut créer une entreprise privée pour acheter la bâtisse? Mais quand ils se sont vus que la loi, que la commission financière, que la ville soutenait la garantie de prêt, tu sais, toutes ces équations-là, que c'était mieux de garder le statut d'organisme à but non lucratif, ils ont pris cette décision-là. Mais le grand défi, comment CSI pouvait rester à but non lucratif et lever 2 millions de dollars? Hein? Parce qu'il y a une croyance populaire qui dit que ben, les organismes à but non lucratif, on n'est pas capable de gérer des millions de dollars. Ben, CSI avait besoin, en plus du financement de l'institution financière, ce 2 millions de dollars-là. Où aller le chercher? La réponse s'imposait d'elle-même. CSI demanderait de l'aide de sa grande communauté. Toutes les personnes qui gravitent à l'intérieur de CSI ou autour de CSI. Donc, si on avait besoin de mobiliser 7 millions de dollars comme CSI, 6,8, ben, il faut d'abord identifier différentes stratégies de financement, différentes sources de financement comme ils ont fait, trouver des façons de mobiliser des capitaux de différentes formes. Puis, c'était pas le temps de faire une demande de subvention, hein. Vous voyez la période de temps que je vous ai racontée, si on parle de quelques mois, si vous avez fait une demande de financement, la subvention n'aurait peut-être pas été confirmée à temps pour vraiment faire l'achat. Donc, il fallait trouver d'autres façons de le faire. Puis, posez-vous la question vous-même, si dans la communauté, il y avait réellement un bon projet et que vous pourriez lui prêter de l'argent à cet organisme-là qui réalise le projet, mais que votre argent serait protégé, le feriez-vous? Ce serait quoi les raisons pour que vous le fassiez? Donc, une obligation communautaire est seulement offerte par un organisme sans but lucratif ou charitable. Elle est offerte à un coût abordable pour la communauté de supporters, permet d'augmenter l'impact social de l'organisation, permet de mettre à profit votre meilleur actif, votre communauté, puis est un prêt portant d'intérêt qui doit être remboursé à l'investisseur. Donc, si moi, j'achète une obligation communautaire à CSI, et CSI a une dette envers moi, ils vont identifier un taux d'intérêt, ils vont pouvoir me rembourser les intérêts et le capital éventuellement de l'ensemble de l'argent que je leur ai prêté si je veux le garder à CSI. Puis en plus de ça, si on le sait, là, si on achète une bâtisse à Toronto, à chaque année, ça prend de valeur. Donc, mon argent peut-être même me rapporter plus en laissant investi à CSI dans la bâtisse qui prend de la valeur que de le placer à un taux X dans des placements. Donc, ils ont émis trois types d'obligations. L'obligation A, des investissements minimum de 50 000 B, des investissements minimum, encore là, de 50 000 mais sur un terme de 15 ans. Puis C, un investissement minimum de 10 000 avec un terme de 5 ans. Pour sécuriser le maximum d'investissement dans un minimum de temps, CSI avait seulement 3 mois entre le moment où son offre fut mise au marché et la date de clôture de l'offre d'achat de la bâtisse. As we were selling, developing, adapting, and planning, we knew that if it failed, at least we'd done a good story. Donc, pendant qu'ils vendaient des obligations, développaient le projet, adaptaient leur modèle d'affaires, planifiaient toutes les étapes de développement pour mobiliser les fonds, la démarche avec la ville, la démarche avec les avocats, la démarche pour développer un document pour qu'ils feraient signer aux gens qui achèteraient des obligations communautaires. Ben, ils croyaient en eux, ils espéraient réussir, mais ils se disaient, si jamais ça ne réussit pas, on aura beaucoup de leçons apprises et on aura une belle histoire à raconter. Tonya Sherman me rajoute, nous nous sommes demandé tellement de fois si tout cela allait vraiment fonctionner. Nous nous attendions sans cesse à ce que les gens nous disent non, et ils continuaient de nous dire oui. Nous restions estomaqués. Ils proposaient un projet qui tenait la route, puis les gens autour d'eux, ils étaient plusieurs à dire oui. Ils ont mobilisé l'argent, ils ont réalisé le projet
Ils en ont inspiré plein d'autres, ZooShare, West End Food Co-op, SolarShare et plusieurs autres. Ce que peuvent faire les obligations communautaires pour vous, ça peut vous aider à mobiliser des fonds pour, comme ZooShare puis SolarShare, améliorer leur efficacité énergétique, faire de la construction, de la rénovation, acquérir une propriété, installer de l'énergie renouvelable dans nos bâtisses, développer d'autres projets. Tout cela peut être possible avec les obligations communautaires si on a des choses à mettre en garantie. C'est sûr que c'est plus facile quand on a un bâtiment, un terrain ou une valeur, un actif euh, concret. Ceci dit, j'espère que les obligations communautaires, je vous ai assez piqué ou piqué votre curiosité pour explorer davantage. Il y a quelques manuels en français, quelques sites qui en parlent. Donc, cherchez obligations communautaires et qui sait, ça pourrait devenir votre option pour mobiliser des fonds pour réaliser vos projets. Sur ce, passez une très belle journée.